Tu n'étais pas sur la photo. Un récit d'Agnès de Lestrade, illustré par Jans Boykens, de la collection Récits Express de Haverbode. C'est un drame à partir de 8 ans. Tu n'étais pas sur la photo. Chapitre 1. Ce matin-là, il y a des journées qui ne devraient pas exister, de sales journées qu'on voudrait effacer du calendrier, sauf que le calendrier n'a pas de sentiment. Il compte, il avance, et c'est tout. Ce matin-là, j'arrive au collège à la bourre comme d'habitude. Mon sac glisse le long de mes bras et je cours. J'enfile le couloir qui mène à la salle de techno. Et puis j'entends là, juste dans mon dos: Agnieszka, je voudrais te parler. Je me retourne. C'est Monsieur Dimanche, mon prof de français. Mais monsieur, je cours là, je suis déjà en retard et... Ne t'inquiète pas. Il m'entraîne vers la salle des profs, me fait m'asseoir en face de lui. Des tasses de café sales traînent sur la grande table. Le café, c'est la vitamine des profs. Sans dire un mot, il sort ma copie de son cartable en cuir. Je reconnais mon texte, mon écriture qui se tord vers la gauche. Je suis comme mon écriture. Le titre qui ressemble à une banderole sur la copie. Comment j'ai tué ma sœur. Monsieur Dimanche me fixe d'une drôle de façon, comme s'il allait se jeter dans le vide. Bon, Agnieszka, j'ai lu ta dernière production écrite, et je dois te dire que j'ai trouvé ton texte très inquiétant. Comment as-tu pu inventer une chose pareille? Il vient de sauter de la falaise. À 15 ans, Agnieszka, on ne peut pas écrire des choses comme ça. Ça ressemble à un compliment où je me gourre à fond. L'air entre par toutes les portes de mes poumons. Bref, je n'irai pas par 4 chemins. Cette histoire, tu connais quelqu'un qui l'a vécue, c'est ça? Une voisine, une cousine, je ne sais pas moi. Il attrape sa tasse où il reste un peu de café. Ma bouche en coton, mes gestes au ralenti. Je souffle. Je n'ai rien inventé, monsieur, c'est mon histoire. Il pose sa tasse brusquement. Un peu de café perle au-dessus de sa lèvre supérieure. Mais Agnieszka, tu n'as pas pu tuer ta sœur, pour la bonne raison que tu n'en as jamais eu. Sa voix grimpe dans les aigus. J'ai bien peur qu'elle ne puisse jamais redescendre. J'entortille mes doigts. Mes mains sont 2 chiffons. Silence, je me tais. De toute façon, j'en ai trop dit. Monsieur Dimanche se lève, se dirige au ralenti vers le téléphone. Puis il se tourne vers moi et murmure: Agnieszka, ne bouge pas, j'appelle tes parents. Je me retrouve dans le bureau du proviseur, assis sur une chaise dans un coin de son bureau. Le proviseur, les lunettes sur son nez, est plongé dans un dossier. Je suis invisible, transparente. Je respire lentement, technique de détente. Se concentrer sur son diaphragme qui monte et qui descend, ne plus penser, juste sentir, méthode de survie. Je fixe l'horloge sur le mur. Mes parents doivent arriver d'un instant à l'autre. La peinture sur le mur fait des taches. Mon esprit s'envole, loin, dans mon passé, et je me souviens. Chapitre 2. Flashback. J'ai 2 ans et demi. Une tête éclaboussée de boucles blondes et un petit cheveu sur la langue. Je suis l'aînée et aussi la dernière puisque tu ne t'es pas encore annoncée. Je suis amoureuse de mon père, de ma mère, de mon chat Foufou, de ma tortue Popov et du marchand de sable, de Bonne Nuit des petits. Nous vivons dans un petit appartement au nord de la France, un pays où il pleut. Nous, on s'en fiche qu'il pleuve. Dedans, on est à l'abri.
Avec maman, on peut rester des journées entières à colorier. Je tiens la langue pour ne pas dépasser. Je sais comment elle fait pour ne pas déborder les traits noirs du dessin. Dehors, papa éteint les feux. Il est capitaine des pompiers. J'aime qu'il soit pompier, capitaine, et qu'il éteigne les feux du dehors. Il porte une tenue brillante comme un camion. C'est un roi, et donc je suis une princesse. Parfois il part en pleine nuit. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il protège le monde du dehors. Je suis en première année de maternelle, et je suis raide dingue des garçons de ma classe. Comme je ne sais pas choisir, je les embrasse tous. Ils ne s'en plaignent pas, mais la maîtresse si. Avec sa bouche pincée, elle n'a pas dû embrasser grand monde. Elle convoqua ma mère qui me dit « Aneska, tu peux embrasser un garçon si tu l'aimes bien. Mais maman, je les aime tous. » Maman rit. Elle est fan de moi, de mes mimiques contrariées, de ma mine boudeuse et de tout ce petit mot qui s'échappe au courant de ma bouche. Ma meilleure copine s'appelle Véronique Cornet. Elle a une cicatrice sur la joue parce qu'elle a eu un accident de voiture. Elle habite une ferme avec ses parents et ses 6 frères et sœurs. Chez elle, ça sent le lait frais et le linge qui sèche. Elle voudrait que son père soit capitaine des pompiers et moi je voudrais une petite sœur. Un soir, papa et maman m'appellent au salon. C'est rare qu'ils m'appellent au salon. En général, ils m'envoient dans ma chambre pour regarder les mauvaises nouvelles à la télé. Pour moi, la télé est une grande boîte avec plein de morts dedans. Être dans ma chambre, ce n'est pas une punition. J'aime jouer seule, m'inventer des histoires avec Bouboule et Bouboule, 2 vieilles balles de tennis que j'ai décorées de bouches. Et je suis là, assise en face d'eux. Du haut de mes presque 3 ans, je sens que le moment est solennel. Alors j'écoute. C'est papa qui parle. Ma chérie, nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. J'écoute le silence. Je retiens ma respiration. Nous attendons un bébé. Je ne dis rien. Le temps de connecter mes petits neurones. Et je me jette dans leurs bras. Youpi, youpi, je vais avoir une sœur. Mes parents rient. Ils m'expliquent qu'on ne choisit pas, qu'on prendra ce qui viendra. J'espère juste que ce sera un bébé qui bouge, pas comme mes poupées inertes. Le lendemain, je saute sur Véronique avec ma joie qui déborde de partout. Elle dit que si j'ai une petite sœur, son père sera capitaine des pompiers. Le ventre de ma maman fait une petite bosse. Je caresse la petite bosse. Je dessine la petite bosse. Je dessine pour la petite bosse. Je chante pour la petite bosse. Je suis amoureuse de la petite bosse. Maman est un dromadaire. Un matin, j'ai 42 fièvres. Des boutons rouges partout sur le visage et sur les bras. C'est la rubéole, dit le médecin. Aneska a embrassé trop de garçons, dit maman en riant. Et puis la voix du médecin, tranchante comme un scalpel. Vous êtes enceinte, madame. La rubéole est dangereuse pour l'enfant que vous portez. Je vous prescris de la gamma-globuline en injection. L'infirmière passera demain. L'infirmière passe comme prévu et maman reçoit une grosse piqûre dans les fesses. Je guéris et c'est maman qui tombe malade. Elle va à l'hôpital et moi chez la voisine que je connais pas. Son dedans ne sont pas comme chez moi. Ses baisers piquent. Je me recroqueville sous la table. Bouboule et Bouboule serrés contre moi. J'attends des nouvelles de maman. Que papa vienne m'embrasser le soir dans sa tenue qui sent la fumée. Je dors chez la voisine, dans un grand lit. Je compte sur mes doigts chaque seconde qui passe. Et puis maman rentre de l'hôpital. Elle dit que tu vas bien, que tu respires, qu'on ne s'inquiète plus, qu'on peut reprendre nos coloriages. Sa tête n'est plus pareille. Elle est blanche. Sa peau est presque transparente. Elle ne rit plus beaucoup. Son crayon dépasse parfois des traits noirs du dessin. La bosse me semble molle tout à coup, comme une mer vide. Parfois, tes petits pieds s'agitent sous sa peau. Aneska, c'est ta petite sœur. Elle te parle, dit maman.
Mais tu parles à mi-voix si doucement. Les mois passent. Tu dois naître bientôt. Papa a ramené un berceau de la brocante. Maman a acheté de petits chaussons en laine et un pyjama jaune. Je joue avec toi tous les jours. Je t'envoie un ballon imaginaire que tu me renvoies de l'intérieur. Maintenant, c'est moi qui suis dehors. Une nuit, je suis réveillée par la sirène des pompiers, des bruits de pas qui courent partout dans l'appartement, des lumières crues qui dessinent des ombres sur le mur. Maman sur un brancard qui s'enfuit par la porte. Les mains de papa qui me portent et me déposent sur le grand lit de la voisine. Tout va bien, Aneska, rendors-toi. Quand je me réveille, Bambouchka est là, ma grand-mère de Provence que je n'ai vue que 3 fois parce qu'on habite loin. Elle ressemble à maman, a presque la même odeur. Dans l'appartement, elle fait une petite valise avec mes affaires. Papa nous emmène en train. Il ne dit rien. Bouche serrée, cerne noire sous les yeux. Je ne comprends pas, mais je sens que tout est noyé dans la mer molle de maman. Dans le train, je dors contre Babouchka. Je ne pleure pas, je fuis dans le sommeil. La maison de Babouchka est cernée d'oliviers. Bruyante de cigales, l'odeur de la lavande me donne la nausée. Je vais passer 3 mois ici, dans les bras chauds de Babouchka. 3 mois pour faire tomber le rideau de ma mémoire, pour oublier mes parents et ne plus me souvenir de toi. Au début, le téléphone sonne. Je parle avec papa. Je pleure. Il pleure, nous pleurons, ils pleureront. Le verbe se conjugue. Et toi, est-ce que tu pleures? C'est trop dur de raccrocher. Alors papa ne me rappelle plus. Maman, disparue. Toi, effacé. Je vous ai rayé de mes souvenirs pour ne pas me rayer moi-même. Mon cheveu sur la langue qui était si craquant devint comme un sale symptôme du serpent qui m'étouffe. Je passe mon temps à me laver les mains. Je suce mes lèvres jusqu'à ce que la crevasse. Je demande tout le temps à Babouchka si je ne suis pas malade. Un jour, 2 étrangers viennent me chercher. Ils me serrent dans leurs bras en me prononçant mon nom. Aneska, petite Aneska, en caressant mes boucles blondes en fin de vie. Petit oiseau tombé du nid. Et puis ils veulent m'emmener dans leur voiture. Je crie, je hurle, non! Babouchka me fait un signe de la main et je disparais avec ces 2 inconnus qui semblent tellement tenir à moi. Je ne reconnais pas mes parents. Ils doivent m'apprivoiser, me chanter des chansons, me bercer, me rassurer tout le temps. Je reconnais un peu l'appartement, ma chambre, comme un lointain souvenir dans la brume. Une vie très ancienne que je ne suis pas du tout à fait sûre d'avoir vécue. Je ne parle pas de toi, puisque je t'ai oublié aussi. Au salon, un portrait de papa, maman et moi, sur la plage du Nord. Tu n'es pas sur la photo. Je ne sais pas à quel moment j'accepte de les considérer à nouveau comme mes parents. Après mon œdème géant, mon opération des amygdales, ma crise d'appendicite, je suis une blessure sur patte. Ces gens même me chouchoutent, me soignent, alors je peux bien les adopter. J'ai 6 ans quand nous déménageons à Marseille, ville bruyante qui m'enivre, ville colorée qui me met plein de myriettes, et avons une maison avec un jardin, de la lavande qui sent bon, un bassin en pierre pour ma tortue Popov, des arbres touffus pour mon chat Foufou. En primaire, je rencontre Diego. Il vit en caravane avec ses parents et sa petite sœur, et il joue de la guitare comme un dieu. Ses petits doigts courent sur les cordes. Quand il a fini, je lui demande de recommencer. Et il recommence. Diego parce qu'il m'aime bien. Il m'aime tellement bien qu'il m'aime tout court. Un jour assis sur le banc de pierre de ma maison, il approche sa bouche de la mienne. Je l'aime bien, Diego, et je ne comprends pas pourquoi tout mon corps se tord et se convulse. Je cours m'enfermer dans ma chambre et je pleure. Diego dit qu'il ne recommencera pas, et on fait la paix. Amis pour la vie, juste amis, promis. Cette année-là, je pousse d'un seul coup. Mes boucles blondes de fin de bébé sont tombées un jour chez le coiffeur. Je fixe ma nouvelle tête dans le miroir et je me reconnais. Oui, c'est moi, la vraie Aneska, celle qui était dessous et qui se cachait.
Je m'invente une sœur. Je l'appelle Caroline. Je lui parle toute la journée. Dans un petit cahier, j'écris nos aventures de sœurs, nos cabanes dans les arbres, nos nuits à rire sans vouloir dormir. À partir de ce moment-là, je vis pour deux. J'apprends la guitare avec Diego. J'écris des poèmes dont j'inonde mes proches et je demande tout en double. Les t-shirts, les pantalons, les cahiers, les poches de crayons de couleur, les jouets, j'en veux plus, toujours plus. Personne ne se doute que c'est pour ma sœur invisible. Maman a trouvé du travail dans un orphelinat. Parfois le mercredi, je vais avec elle. Je me sens proche de ses enfants, pourtant je ne suis pas orpheline. C'est là que je commence ma carrière de clown, pour les faire rire tous ces sans-parents. Le soir, j'écris des histoires pour eux, des histoires fantastiques dans lesquelles les héros ont des pouvoirs magiques. Chaque mercredi, ils sont agglutinés autour de moi, les yeux écarquillés. Ils m'écoutent comme si la vie en dépendait. Comme si leur vie en dépendait. Le soir, dans mon lit, je demande à Caroline si elle aimerait qu'on devienne écrivain plus tard. J'hésite encore avec clown, mais Caroline me dit « Oui, écrivain, c'est bien. On serait deux pour écrire les histoires. » J'ai 9 ans. Popov est morte l'année dernière, mangée par un corbeau, et j'ai tué mon hamster en voulant le nettoyer avec un jet d'eau de jardin. Tout ce que je vis, je le transforme en cocasserie pour faire rire les enfants de l'orphelinat. Même les morts de Popov, de mon hamster, deviennent des gags. La vie est une pépite, je ne peux pas la gaspiller. Je mange la vie par tous les bouts, je suis délégué de classe, je me révolte contre les injustices et je contourne tout avec humour. Je ne prends pas les gens de front, je les emporte dans mes délires. Imagination débordante, c'est ce qui est écrit sur mon bulletin de notes. J'ai 12 ans, dessin comme des petites montagnes. Avec Diego, c'est toujours ami pour la vie, mais dans ses yeux, je lis d'autres choses qui m'effraient. Je suis la bonne copine des garçons, je cache mes seins sous des grands t-shirts. J'ai 12 ans, dessin comme des petites montagnes. Avec Diego, c'est toujours ami pour la vie, mais dans ses yeux, je lis d'autres choses qui m'effraient. Je suis la bonne copine des garçons, je cache mes seins sous des grands t-shirts. Le samedi, je fais du skate sur le vieux port avec Diego et ses copains, et Diego me regarde toujours avec son regard brûlant. J'ai 13 ans, mes parents partent en voyage au Togo. Ma mère doit rencontrer la directrice d'un orphelinat. Toi, Caroline, tu viens avec moi en vacances chez Babouchka ? Babouchka vient de prendre sa retraite. Elle dit « Fini les réveils le matin, je vais vivre enfin à mon rythme de tortue. Tu savais, Agnieszka, que j'étais une tortue ?» Je ris tout le temps avec Babouchka. Chaque soir, on s'allonge sur son lit et je lis mes histoires fantastiques. Toi, Caroline, tu es entre nous, même si Babouchka ne te voit pas. Et puis un jour, Babou sort des photos d'une boîte à chaussures. Là, c'est toi, à 3 ans, tu te souviens, Neska, quand tu étais chez moi. Je fouille mes souvenirs, la page blanche. Non, Babouchka, je ne me souviens pas. Je suis restée combien de temps ? 3 mois. Tu étais comme un petit oiseau blessé. Tu as bien changé. Elle farfouille mes cheveux courts. Pourquoi je suis restée si longtemps chez toi ? Et mes parents, ils étaient où ? Babouchka ne sait pas que je ne sais pas. Elle avance comme un hippopotame sur des œufs. Ils étaient d'abord à l'hôpital et puis ils ont enterré ta sœur. Et ta mère était tellement malade, ton père tellement désespéré, là-haut, seul dans le nord, ce pays où il pleut tout le temps. Babouchka vient d'ouvrir la boîte de Pandore, de faire sauter le couvercle du tonneau d'Analéa. Elle ne peut pas savoir, ma pauvre Babou tortue, que tout a disparu de ma mémoire, d'un clic, comme on efface un dossier sur un ordinateur. Elle ne peut pas savoir que mes parents ne m'ont rien dit, même pas qu'ils étaient mes parents, que je les devinais toute seule, à force de les voir me serrer contre eux. Mon pauvre chat, tu pleures tout le temps sur mon lit. J'avais le même dessus de lit que tes parents. C'est moi qui leur avais cousé dans le même tissu. Je n'ai pas envie d'entendre la suite. C'est plus fort que moi, je ne peux pas.
Je sors de la maison, je cours sans respirer entre les oliviers qui plient leurs blanches branches pour me protéger. Je suis un volcan, de la lave coule le long de mes joues brûlantes. Je ne sais pas combien de temps je reste recroquevillé sous l'olivier du fond, là où ma cabane d'enfant pointe vers le ciel. Je ne sais pas, je ne ressens rien, et je ressens tout à la fois. Le soleil est tombé, Babouchka est là contre moi, ses bras comme un berceau. Ses mots dans mon oreille. Aneska, viens rentrons, je vais te faire un thé, et on va parler. Je n'avais pas envie de parler, pas avec Babouchka, je veux parler à mes parents. Je ne sais pas si on peut les joindre, mais on va essayer. À leur hôtel peut-être. Il est quelle heure au Togo? Babouchka regarde sa montre puis compose le numéro. Sonnerie dans le vide. Je ne respire plus. Plus d'air dans mes poumons et puis... Oui, ma chérie, c'est moi. Oui, tout va bien, Aneska voudrait te parler. Elle me tend le combiné, il est moite. Ou alors c'est ma main. Maman. Je dis maman et c'est tout. Après plus rien. Je suis juste liquide, un hoquet m'étouffe. Babouchka reprend le téléphone, elle s'éloigne. J'entends sa voix qui chuchote. Quand elle revient, elle dit que mes parents rentreront par le premier avion. Je ne veux rien manger, ni boire, je ne veux pas dormir, juste me suspendre dans le vide le temps qu'ils rentrent. Je me suis assoupie finalement, ce sont leurs voix qui me réveillent. Maman a quitté ses orphelins africains, elle est rentrée, pour moi. Je les serre contre moi, respire leur odeur. Pardon ma chérie, dit maman. Sa voix est pleine de larmes. Pardon, mais c'était trop dur de perdre ta sœur et ensuite de te l'annoncer. Comment dire une chose pareille à une enfant de 3 ans? Je ferme les yeux et pendant un instant je revois l'appartement dans ce pays où il pleuvait tout le temps. Je sens l'odeur des crayons taillés, je vois ma mère rire, mon père en uniforme beau comme un camion, et la petite bosse qui pousse sous la robe. La mémoire est une drôle de machine. On n'a aucun pouvoir sur elle. Nous pensons tout contrôler. C'est rassurant de tout contrôler. Mais l'homme prévoit et le ciel rit. La voix de papa, calme, la main sur mes cheveux courts. Ta sœur a respiré 5 minutes. Nous l'avons tenue serrée dans nos bras jusqu'à la fin. Toute sa petite vie de 5 minutes. Nous l'avons appelée Angel, dit maman. Toi, tu étais chez Babouchka, dit papa, à l'abri. Nous l'avons enterrée là-bas, dans ce pays où il pleut tout le temps. Angel, ma sœur, mon petit ange, tu t'es faufilé jusqu'à moi. Tu as rejoint ma mémoire, parce que tu ne voulais pas que je t'oublie. Je t'ai appelée Caroline, mais peu importe ton nom. Pour moi, tu seras toujours ma sœur, celle qui vit en moi, celle à qui je parle depuis que j'ai 8 ans. Celle avec qui j'écris. Tu sais, Angel Caroline, cette foutue vie sur terre n'est pas si bien. On a faim, on a soif, on a peur, on a mal, mais la joie se faufile parfois. Et de la joie, t'inquiète, j'en ai pour 2. Je demande qu'il m'emmène là-haut dans le nord, sur ta tombe. Pendant le trajet, nous ne parlons presque pas. Nous écoutons les Beatles en chantonnant « Let it be, let it be ». Ta tombe, un petit coin de verdure avec des pâquerettes et des coquelicots. Elle te ressemble, cette tombe, sauvage et espègle comme toi. Mais je sais que tu n'es pas là. Sous cette dalle froide, je sais que tu vis avec moi. Dans le bureau du proviseur. On frappe à la porte. Je frotte mes yeux de brume. Je suis toujours là, assise bien droite dans le bureau du proviseur. Entrez, dit-il, et la porte s'ouvre. Mes parents sont là, leurs yeux inquiets se posent sur moi. Tu vas bien, Neska? Tu es malade? Tu te sens mal, ma chérie? Dis quelque chose. Asseyez-vous, dit le proviseur en décrochant son téléphone. Monsieur Dimanche arrive. On se croirait chez le médecin. Un médecin qui aurait un sale verdict, une horrible maladie mortelle à annoncer à ses patients, et qui ne saurait pas par où commencer, la fin ou le début. Monsieur Dimanche serre la main de mes parents et prend place à côté du proviseur.
Il tient ma copie dans ses mains. Voilà, je voulais vous voir. Je suis inquiet au sujet d'Aneska. Ces derniers temps, elle a beaucoup changé. Elle n'est plus la fille joyeuse que j'ai connue au début d'année. Mes parents me fixent, guettent un sourire rassurant. Pas de sourire rassurant. D'autre part, poursuit Monsieur Dimanche, sa dernière production écrite est, comment dire, déconcertante. Tenez, jugez-en par vous-même. Prenez votre temps. Je voudrais éclaircir tout cela maintenant si possible. Mes parents vont lire mon texte devant moi. Je devinerai ce qu'ils ressentent au fil des lignes, au fil des mots que je connais par cœur pour les avoir répétés inlassablement dans ma tête. C'est l'histoire d'une fille qui a une petite sœur. Un jour, ses parents sortent faire des courses et confient la petite à l'aînée. Elle lui donne son bain quand le téléphone sonne. C'est sa meilleure amie. Elle discute un moment et quand la fille revient, sa sœur est morte, noyée dans son bain. Le sujet était « Racontez votre plus mauvais souvenir ». Voilà, maintenant mes parents ont tout lu. Ils ont repris des couleurs, disent que j'ai beaucoup d'imagination, même si elle est quelque peu morbide parfois. Ils me regardent comme s'ils voulaient que j'abonde dans leur sens, que je dise oui, j'ai une imagination morbide, et alors, c'est pas si grave. Sauf que je garde le silence. Aneska m'a dit que cette histoire était non seulement vraie, murmure Monsieur Dimanche, mais que c'était la sienne. Mon père éclate de rire, nerveux, le rire est sans joie. Aneska, mais tu n'as pas de sœur. Tu mens, et Angel, c'est quoi? Je bondis de ma chaise qui valdingue en arrière. Je crie, je hurle. Des tonnes de colère sortent de moi en vrac, en kit, sans début ni fin. Elle pue le moisi, le pourri, le rassis, une sorte de chose gluante qui n'a pas pris l'air depuis des lustres. C'est ma sœur. Elle est morte à cause de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Hurle maman. Tu avais seulement 3 ans. Je l'ai lu, c'est écrit noir sur blanc dans ton journal. J'embrassais tous les garçons et j'ai eu la rubéole. Tu l'as attrapée à cause de moi. Ne dis pas le contraire. Et Angel est morte. Je suis comme un tsunami qui se déverse sur la terre sèche, tombé en chiffon mouillé sur le plancher du bureau du proviseur. Je crois que nous allons vous laisser un instant, dit la voix de Monsieur Dimanche. De toute façon, pour moi, il n'était plus là depuis longtemps. Disparu du paysage. Mon paysage, c'était ce que j'avais à l'intérieur qui crissait comme un ongle sur le tableau. Depuis que j'avais lu le journal de ma mère un matin du mois de septembre, depuis que j'avais compris que même à 3 ans on peut tuer. Ma mère contre moi, la main de papa sur mes cheveux. Comment as-tu pu imaginer que tu étais responsable de la mort de ta sœur Aneska? Tu n'étais toi-même qu'un bébé. Elle saisit mon menton, le relève. Et mon journal, tu le lis depuis longtemps? Je n'ai pas fouillé tes affaires, maman. Je sais que tu tiens un journal depuis que tu as mon âge, mais je n'ai jamais fouillé, je te jure. Tu l'as laissé un matin sur la table de la cuisine et tu es parti au yoga. Ce jour-là, ça a été plus fort que moi. Rentrons à la maison, dit papa en se relevant. Branché sur le pilotage automatique, je serre la main du proviseur et de mon prof de français et je monte en voiture avec mes parents. Ce soir-là, nous avons sorti les albums photos. Nous avons ri et pleuré en déroulant nos souvenirs. Toi, Angel, tu n'étais pas sur la photo. Alors j'ai pris mon stylo noir et j'ai dessiné ton portrait, celui que j'imaginais dans ma tête, avec les yeux de maman, le nez de papa et ma bouche, et puis je l'ai scotché au milieu des nôtres. Maman, en bonne maman, m'a proposé d'aller voir un psy, et j'ai dit non. J'ai dit que j'écrivais et que j'étais ma catharsis, que je transposais mes sentiments dans mon personnage et qu'un jour je serais écrivain. Mes parents m'ont pris dans leurs bras en disant qu'ils avaient une sacrée tonne de chance d'avoir une fille comme moi. À toi aussi, Angel, il y aurait dit la même chose. Aujourd'hui, je te sens vivre en moi, Angel Caroline. Je sais que je ne suis pas responsable de ta mort, que c'est la maladie qui t'a tué, comme elle tue des milliers de gens dans le monde. Je sais aussi que tant que je vis, tu vis aussi. Le téléphone a sonné vers 20 heures. C'était Diego. Il m'invitait au cinéma. J'ai souri en pensant à sa bouche cerise et au moment où je poserai pour la première fois
mes lèvres sur les siennes.